Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Les heureux de maman, chapitre 3. Abonnez-vous massivement à ma page et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Comme ça, nous serons nombreux à lire ce roman. Finalement, c'est Serge qui eut raison. L'interview pouvait attendre. Daniel était tellement bouleversée qu'elle ne trouva le courage et la force de répondre aux questions du journaliste que 4 jours plus tard, après de longues nuits blanches. Afin d'éviter le regard interrogateur et même les questions des enfants, Daniel et Serge, avec le magnétophone, avaient dû s'installer dans le petit jardin de l'arrière-cour où il était possible de poursuivre tranquillement et librement l'entretien. Et bien sûr, comme tous les hommes à qui j'ai aveuglément donné amour et confiance, relatait Daniel, Jacques avait un revers assez inquiétant. Que cache donc ce revers, Madame Bivard? Vous savez, malgré son âge avancé, Jacques Bivard demeure quelqu'un de très violent. Il n'hésite pas quand il est en colère à casser tout ce qui se trouve autour de lui, à frapper tout ce qui vit autour de lui, c'est-à-dire les chiens, les chats, les domestiques, tout le monde. Il lui arrive même souvent de se montrer très grossier. Madame Bivard, votre mari a-t-il une fois levé la main sur vous aussi? Son médecin lui a très souvent conseillé de ne pas s'énerver et surtout de ne pas fournir trop d'efforts physiques. Mais Jacques ne l'écoute pas. Point oui ou point non, il s'énerve, bugle à tout rompre et frappe les enfants tellement fort que, maintenant que je me remémore ce qu'il a relaté aux journalistes, je me rends compte qu'il ne les a jamais vraiment aimés parce qu'ils ne sont pas de lui. Et, en ce qui vous concerne, a-t-il jamais porté la main sur vous? Absolument. Je me rappelle même qu'une fois, je me suis réveillée à l'hôpital avec la mâchoire inférieure déplacée. Avez-vous alors songé à en parler à la police? Non, pas du tout. J'aimais aveuglément Jacques et je ne voulais absolument pas qu'il ait le moindre problème. J'étais prête à tout pour mon mari, même à me faire déplacer une deuxième fois la mâchoire. Oh, bien sûr, il a eu de sérieux ennuis avec la police quelques mois plus tard, mais au moins, je n'y étais pour rien. Quel genre d'ennui, Madame Bivard? Eh bien, de nombreux trafiquants d'opium ont été arrêtés au nord du pays et ils ont cité Jacques parmi leurs principaux fournisseurs. Après plusieurs longs mois de procès, il en est sorti blanchi. Était-il vraiment innocent ou alors était-ce la force de la corruption? Je ne saurais le dire. Madame Bivard, je vais maintenant, si vous le permettez bien sûr, vous poser une question assez délicate. Je vous écoute, cher monsieur. Je vous remercie d'avance. Qui est le père du petit Ludovic? En écoutant la lecture quotidienne de son journal faite par son fidèle serviteur Ben, le lendemain matin, monsieur Bivard crut bien qu'une nouvelle crise se déclenchait subitement, tellement chaque mot de l'interview ressemblait à un coup de poing ou, pire encore, à un coup de couteau dans le cœur. Ludovic est bel et bien de Jacques, lisait Ben. Vous remarquerez d'ailleurs qu'ils ont beaucoup de traits communs. Il porte une sorte de fossette sous le menton comme son père. Malgré sa petite tête, il a de grandes oreilles comme son père. Et même ses cheveux forment un épi au milieu du front, exactement comme ceux de son père. Elle raconte n'importe quoi, interrompit le vieillard. C'est un tissu de mensonges depuis le début. Rien que des mensonges, monsieur, approuva Ben. Poursuivez Ben. Je vous prie, ordonna le monsieur Bivard. Oui, monsieur. Comment expliquez-vous à donc Madame Bivard que votre mari nie si énergiquement être le père du bébé? Poursuivit Ben. Mon mari, comme vous l'appelez, est très vieux maintenant. Vous savez, et à son âge, n'importe qui aurait comme lui perdu une partie de sa raison. Mais c'est ridicule, s'indigna le milliardaire. Tout à fait ridicule, monsieur, approuva Ben. J'aurais dû la laisser moisir dans sa pauvreté.
Vous auriez effectivement dû, monsieur. Au lieu de cela, je l'ai tiré de l'anonymat. Je lui ai amené dans tous les milieux les plus fortunés du pays. Et d'ailleurs, je lui ai appris tout ce qu'elle sait. Et elle ose aujourd'hui me trahir de la sorte. Quel idiot j'ai été. En effet, monsieur, quel idiot vous. Poursuivez donc. Oui, monsieur. Je prierai donc tous les citoyens de cette ville de ne pas toujours prendre au sérieux ce qu'il dit, étant donné de surcroît qu'il est sujet à des crises assez régulières de je ne sais trop quelle maladie cardiaque, mais qui lui ont coûté assez cher physiquement. Monsieur Biva serra soudain les dents et fronça les sourcils, en devinant dans son fauteuil roulant la suite évidente de l'interview. Que voulez-vous dire par là, Madame Biva? Continua de lire Ben. Eh bien, je me souviens que Jacques avait eu une de ses nombreuses crises, quelques mois après la naissance de Ludovic. C'était la plus dévastatrice car il a dû y laisser sa virilité. Elle a dit, hurla soudain M. Biva. Elle doit se sentir soulagée maintenant, la vipère. Une vipère, monsieur, comme vous dites. Mais où veut-elle en venir, nom d'un chien? Elle exagère un peu là. Oh, combien, monsieur? Je vais la faire interner, cette aliénée. Elle le mérite. Elle me déçoit. Cette traînée. Elle me déçoit profondément. Oh oui, elle est profondément décevante. Monsieur, approuva de nouveau le serviteur Ben. Il n'y a absolument aucune honte à être impuissant à mon âge, que je sache. Je ne suis plus de la première jeunesse, moi. Elle croit m'avoir anéanti l'idiote. Elle imagine que je n'oserai plus me montrer en public à cause d'une malheureuse pépite. À cause d'une malheureuse petite panne musculaire, et bien qu'elle se trompe. C'est mal vous connaître, monsieur. Sortez d'ici, Ben. Cela suffira pour aujourd'hui. Le vieil homme mit tellement de vigueur et d'énergie à chasser son domestique qu'il en bascula et tomba à la renverse avec son fauteuil roulant. Que dois-je faire, monsieur? Demanda Ben en se collant l'oreille à l'épaule pour mieux voir son patron horizontal au sol. Aidez-moi à me relever. Ou je vous renvoie sur le champ, vociféra ce dernier, tête et main contre la moquette. Le plancher? Oui, le plancher? Oui, monsieur, dit Ben en posant le journal sur une table avant de se précipiter vers son patron pour le relever. Quel est le nom du journaliste qui a publié cette interview? Demanda M. Biva de nouveau sur les roues. Bon, reprit le journal. L'ouvrit à la page appropriée et chercha à la fin de l'article. Serge Gotha, dit-il enfin. Serge Gotha, mais je le connais, cet avorton. Lança le vieillard, je vais lui faire passer l'envie de poser des questions à cet animal des grandes choses, à cet animal des grandes forêts, murmura-t-il. Ensuite, en tournant énergiquement les roues de son fauteuil vers le téléphone dont il décrocha le combiné, en s'évertuant à appuyer sur les touches, Serge Gotha ne se doutait de rien en entrant dans son bureau cet après-midi-là. Après tout, n'était-il pas le protégé du grand directeur, son élément préféré? D'ailleurs, n'avait-il pas rapporté en l'espace de quelques jours seulement 2 interviews exclusives sur le sujet le plus convoité du moment, permettant ainsi que son journal, le quotidien de
permettant ainsi à son journal Le Quotidien de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. S'il y a quelqu'un qui mérite une promotion dans cette boîte, c'est bien moi, pensait parfois Serge Gota. Une mauvaise surprise l'attendait. Pourtant, il trouva en entrant Ibrahim Malek, son collègue et rival le plus jaloux et le plus acharné, confortablement installé à la maison. Confortablement installé à sa place dans son bureau. Pousse-toi de là, Malek, fit doucement Serge. J'ai mis 5 ans à travailler dur pour occuper ce fauteuil. Eh bien moi, tu vois, il m'a suffi de 3 ans. Naga Ibrahim en croisant les pieds sur la table. Écoute Malek, sois gentil Gota, sors de mon bureau et n'oublie pas tes cartons. Serge se retourna et vit dans un coin de la pièce une demi-douzaine de cartons entassés les uns sur les autres. Il se précipita ouvrir le premier et reconnut ses affaires. Une secrétaire, ou plus précisément l'ex-secrétaire de Serge, entra dans le bureau. Ibrahim Malek s'empressa d'ordonner. Oui, mademoiselle, je voudrais un bilan détaillé des activités de ces 3 derniers mois, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur, fit la secrétaire en s'éloignant. Serge, qui n'était pas encore revenu de sa surprise, se dirigea à pas rapides et décidés vers l'ascenseur. 2 étages plus haut, il entra à la même cadence dans le bureau du directeur. Passant devant une secrétaire rivée à son ordinateur qui se leva aussitôt et le courut derrière en criant. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur Gota. Le directeur est occupé. Veuillez patienter un petit moment, s'il vous plaît. L'homme bouillant de colère ne répondit même pas à la femme qui le suivait de près. Même pas à la femme qui le suivait de près. Déjà, il avait ouvert la porte du grand bureau où le directeur s'entretenait avec 2 autres, monsieur en veste et cravate comme lui-même. Ah, Serge, je vous attendais, lança le directeur. Je lui ai pourtant demandé de patienter un moment, dit la secrétaire à la porte. Cela ne fait rien, Francisca. Merci beaucoup. Coupa le grand patron avant de murmurer aux 2 hommes devant lui. Nous poursuivrons plus tard, messieurs. Veuillez excuser ce contretemps. Les 2 hommes se levèrent et sortirent de la pièce. Quand Serge entendit se refermer la porte derrière lui, il sut alors qu'il ne restait que le directeur et lui. Je vous en prie, asseyez-vous, Serge. Je n'ai aucune envie de m'asseoir. Monsieur le directeur, je voudrais juste savoir pourquoi quelqu'un d'autre occupe mon bureau. Je sais combien cela peut paraître surprenant, mais il faut que vous sachiez que vous ne voulez vraiment pas vous asseoir. De quel service suis-je muté? À quel service suis-je muté, monsieur? Le directeur se leva lentement et se leva lentement de son fauteuil et alla à la fenêtre pendant que Serge continuait de lui poser des questions embarrassantes. Entretien, poubelle, nettoyage, peut-être. Quel service, monsieur le directeur? Aucun, répondit doucement le directeur sans se retourner. Aucun? J'ai bien entendu aucun. Écoutez, Serge, et essayez de comprendre, expliqua le directeur en se retournant soudain. Je n'avais pas le choix. C'était vous ou le journal. Et puis, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Vous savez, vous avez du talent, Serge. Vous êtes un journaliste de renom. N'importe qui vous embaucherait sans hésiter. Serge entendit 1000 cloches sonner dans sa tête. Non, il ne rêvait pas. Elles avaient bel et bien sonné. Il se retourna et sortit lentement du bureau. Vous savez où toujours votre chèque, Serge. Vous savez où trouver votre chèque, Serge. Lança le directeur juste avant que porte ne se referme. Je suis entièrement désolé, monsieur Gotthard, dit tristement la secrétaire du directeur. Tout le monde semblait être au courant. Merci beaucoup, Francisca, répondit Serge le plus perné du monde. Dans le couloir, Serge se retourna quand il s'entendit appeler alors qu'il allait pénétrer dans l'ascenseur. C'était Luc, son meilleur ami, le seul homme qui ne lui ait jamais refusé son destin, son soutien dans la société
Luc approcha et dit: Tu m'as toujours écouté, Serge, je le sais, et tu n'as pas eu tort. Alors, s'il te plaît, écoute-moi cette fois encore et renvoie-les de chez toi. Il pourrait t'arriver pire si tu ne les chasses pas, alors fais-le. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, mon brave Luc? Il n'en est absolument pas question. Ils n'y sont pour rien, eux, ricana Serge. Je suis désolé, Serge, vraiment désolé. Merci, Luc, merci bien. Allez, salut, salut. Serge entra dans l'ascenseur qui venait à nouveau de s'ouvrir devant lui, laissant derrière son ami peinait qui le regardait partir. Après une journée aussi décevante, la vie de Serge Gotha s'harmonisait à la perfection avec celle de ses colocataires qui, eux, depuis plusieurs semaines déjà, étaient habités par la tristesse. Rien d'étonnant donc à ce que l'atmosphère fût aussi tendue cette nuit-là. Dans cette cuisine où personne n'osait toucher à son repas, Fritz lui-même, le seul habitant de la maison, réputé pour sa constante faim de loup, s'amusait tout de suite, tout juste à tourner et retourner sa fourchette entre les doigts. Personne n'avait desserré les lèvres depuis au moins un quart d'heure. Personne n'avait la mine gaie. Il régnait un silence de cimetière quand demain matin dit soudain Daniel sans lever les yeux vers qui que ce soit. Quoi, demain matin? S'étonna Serge. J'irai à la capitale dès demain matin, histoire de savoir si nous pouvons encore nous installer chez mes parents. Mais que racontes-tu là, Daniel? Je reviendrai ensuite chercher les enfants, disons après-demain. Et nous dirons après-demain et nous nous en irons. Pourquoi, Daniel? Vous ne me dérangez pas du tout, au contraire. Tu es très gentil, Serge, reconnu Daniel. Tu nous as beaucoup aidés et crois-moi, nous ne te remercierons jamais assez pour cela. Seulement, je connais Jacques, rien ne l'arrête. Tu serais impliqué dans une affaire de drogue dans les jours qui... Tu serais impliqué dans une affaire de drogue dans les tout prochains jours que je n'en serais pas étonné outre mesure. Je n'en peux plus de voir les autres payer pour les erreurs que j'ai commises. Moi. Tu peux comprendre cela, Serge. Alors, s'il faut que j'aille à la capitale demain, j'irai. J'ai une meilleure idée. Ton mari semble posséder toute la région. Alors, si on partait tous très loin d'ici, je proposa le journaliste, beaucoup plus loin que la capitale, vers le nord, tu sais, j'ai de la famille là-bas. On devra peut-être tout reprendre à zéro, mais au moins on restera ensemble. Qu'en dis-tu, Daniel? Je prendrai le train très tôt demain matin, répondit Daniel en se levant. Bonne nuit à tous. La jeune mère disparut derrière une porte et Serge, abattu, dévisagea longtemps les enfants devant lui. Elle est connue comme l'une des femmes les plus entêtées au monde. Ma mère, dit Anthony, mais au moins elle a raison cette fois. Bonne nuit. La jeune fille se leva et suivit sa mère. Il fallait libérer le pauvre Serge. Elle était bien d'accord, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jean Donald. Serait-ce la fin de leur histoire? Elle l'ignorait. Ce dont elle était certaine, c'était qu'elle l'aimait profondément. Et que ce départ soudain pour la capitale n'était pas fait pour leur bonheur. On n'a malheureusement pas toujours tout ce que l'on voudrait dans la vie. Je dois m'en aller et je m'en irai.
pensa Anthony, qui déjà pleurait. Sur son oreiller, Jean Donald, je t'aime, pensa et repensa, tel avant de s'endormir. Ainsi s'achève notre chapitre 3. Bye!